Sans plus attendre, je vous présente notre première conférencière, Madame Claire Michaud, qui cumule près de 45 ans d'expérience en gouvernance environnementale. Elle a consacré 35 ans au gouvernement du Québec, principalement au ministère de l'Environnement, où elle a contribué à l'élaboration et à la mise en œuvre de politiques publiques touchant les milieux humides et hydriques. Elle a ensuite dirigé pendant 8 ans l'Association des gestionnaires régionaux des cours d'eau du Québec, soutenant les MRC dans l'exercice de leurs compétences. Elle y a récemment coordonné le développement d'un site web de référence sur la restauration des cours d'eau destiné à appuyer les intervenants municipaux et régionaux dans l'adoption de pratiques durables. Donc, je laisse la parole à Claire. Alors, petit test, vous m'entendez bien, c'est bon. Et vous voyez mon écran, mon plein écran, c'est bon aussi. OK, Oui. merci. Merci beaucoup, comité de soutien, pour l'invitation. Je suis honorée vraiment de présenter la première conférence là, de cette deuxième série de webinaires CPRMHH. En fait, premièrement, je salue mes ex-collègues, soit du ministère ou ben non aussi des gestionnaires de cours d'eau là, au MRC. Là, ça me fait vraiment plaisir d'être là. Puis ça fait plaisir aussi que cette conférence-là fait vraiment un lien entre l'équipe qu'il y avait du G6 en 2023 et celle qui va maintenant prendre le relais là, pour la suite. Et aujourd'hui, ben, je vous présente une collaboration là, particulièrement inspirante, la création du G6. Oui, voilà. OK. J'aime bien débuter par la conclusion parce que ça permet vraiment de comprendre le sujet vraiment dans son entièreté. Le G6 vraiment démontre que la concertation entre les organisations complémentaires permet de transformer un cadre légal complexe en action vraiment plus concrète. C'est une collaboration qui est maintenant bien établie, qui, pendant plusieurs années, a permis de rassembler plusieurs organisations auprès d'un objectif commun, soit de soutenir les municipalités régionales de comté, qui sont nombreuses aujourd'hui, là, dans l'élaboration, puis maintenant dans la mise en œuvre des plans régionaux de milieu hydrique humide, les PRMHH. Et ça, ben, c'est vraiment avec le soutien de vraiment plusieurs collaborateurs. Les 6 organisations représentaient à la fois les MRC, les organismes de milieu et le gouvernement. Du côté municipal, on retrouvait l'association, je vais les dire au complet pour une première fois, pour ça je vais utiliser plutôt les acronymes. Oh, excusez-moi. Alors voilà, du côté municipal, on retrouvait l'Association des aménagistes régionaux du Québec, l'Association des gestionnaires régionaux des cours d'eau du Québec. Les organismes de milieu, eux autres, étaient représentés par le Regroupement national des conseils régionaux de l'environnement du Québec, le RNCRE, et le regroupement des organismes de bassin versant, le ROBVQ, et Stratégie Saint-Laurent, qui représentait les îles. Enfin, le ministère de l'Environnement participait également à la démarche par l'entremise de l'équipe responsable des PRMHH. Là. Aussi, bien évidemment, un soutien important là, au niveau financier pour l'organisation des forums. J'en parle plus tard. Aujourd'hui, ce regroupement-là peut vraiment sembler naturel, vraiment. Mais à l'époque, cette façon de travailler là ensemble représentait un véritable changement de culture. Dans un contexte où les organisations évoluaient davantage en parallèle que dans une logique de collaboration structurée. Tout commence le 22 juin 2017 lorsque l'Assemblée nationale adopte à l'unanimité le projet de loi 132, la loi concernant la conservation des milieux hydriques et humides et hydriques. Je me trompe tout le temps. La LCMHH. C'est un défi que cette adoption de cette loi-là, puis je fais un petit clin d'œil à mon ex-collègue, le Martin Joly, puis à l'équipe juridique là, du ministère de l'Environnement. Cette loi-là marque vraiment un tournant important. Son objectif était vraiment clair, conserver, restaurer et même créer de nouveaux milieux humides et hydriques afin de compenser les pertes inévitables et mieux planifier le développement sur le territoire. Le principe central devient alors celui d'aucune perte nette. Pour y parvenir, le gouvernement a confié au MRC la responsabilité d'élaborer les PRMHH. Le plan vise à intégrer la conservation des milieux humides et hydriques dans les planifications territoriales dans une logique de bassin versant, d'aménagement durable, mais aussi une vision à long terme. Ça comprenait une stratégie de conservation, un plan d'action et des mesures de suivi. La,
la loi a transféré aux municipalités, évidemment, une responsabilité importante, mais qui dépassait largement les enjeux réglementaires. Les MRC doivent maintenant développer une vision territoriale, intégrer de nouvelles connaissances écologiques, mobiliser les partenaires, très important, et élaborer aussi des plans d'action qui étaient, ma foi, le plus réaliste possible. Rapidement, on est en début 2018, un constat s'impose. Les MRC probablement vont avoir besoin d'accompagnement pour relever ce nouveau défi-là. C'est dans ce contexte-là qu'au printemps 2018, le CREC, le Conseil régional de l'environnement du Québec, avec Andréane Blais, organise à Nicolette un premier événement réunissant plusieurs acteurs clés, dont le regroupement des organismes de bassin versant, le ROBVQ, le RNCRE et Stratégie Saint-Laurent. Des conférences, des formations ont été offertes là, sur les différents champs d'intervenants liés à la conservation des milieux naturels. On était plus large à ce moment-là. Cette rencontre-là marque le début d'une réflexion commune. Comment mieux coordonner les efforts, éviter le travail en silo et soutenir efficacement les MRC dans cette nouvelle responsabilité-là? Ce qui est ressorti de cette rencontre-là, c'est que plusieurs organisations travaillaient déjà sur des enjeux complémentaires, mais rarement ensemble. Nous avions chacun nos réseaux, nos outils, nos expertises, mais peu d'espace commun pour les partager. Nous avons alors compris qu'aucune organisation ne pouvait, à elle seule, soutenir efficacement les MRC dans un tel mandat, avec un mandat d'une telle ampleur. Avec l'obligation pour les MRC d'élaborer ces PRMHH-là, les organismes du milieu municipal constatent rapidement le besoin d'échanger davantage sur le contenu des plans et les attentes du ministère, les outils disponibles aussi pour leur réalisation. C'est alors que l'AGRCQ et l'Association des aménagistes rencontrent le RNCRE et le ROBVQ, puis invitent le ministère de l'Environnement à se joindre à une démarche visant à mieux coordonner le soutien offert aux MRC, aux organismes associés aussi. Et enfin, Stratégie Saint-Laurent complète enfin le groupe. C'est ainsi qu'est né le G6 en septembre 2018, ouvrant la voie à une collaboration durable, structurée entre les principaux acteurs qui sont concernés par le PRMHH. Ce qui est innovant dans cette démarche-là, c'est pas seulement de réunir les 6 organisations, mais c'est de faire travailler ensemble autour d'une même table des représentants du milieu municipal, des organismes de milieu, on parle bassin versant Creux, ZIP, les ZIP, les comités ZIP, et aussi le ministère. Chacun arrivait avec sa propre expertise, son réseau, ses préoccupations, parfois même, évidemment, son vocabulaire, les acronymes. Mais au fil des rencontres, chacun a apporté une pièce en fait du casse-tête, puis une vision commune vraiment a commencé à émerger. Pourquoi le nom G6? Bien, la question nous était souvent posée. En 2018, c'était dans la foulée du sommet du G7 de Charlevoix. On était 6 organisations, évidemment, autour de la même table. Je me souviens au ROBVQ. Puis quelqu'un a proposé, bien, puisqu'ils ont leur G7, pourquoi on n'aurait pas notre G6? Puis le nom est resté. Bon, contrairement au G7, on n'avait pas de chef d'État, ni escorte policière, ni couverture médiatique internationale. Puis en plus, on avait des moyens un peu plus modestes que le G7. Mais en fait, l'élément commun, c'est qu'on partageait la même ambition, rassembler les bonnes personnes autour d'une même table pour relever un défi collectif. Et je peux vous confirmer que les discussions étaient parfois probablement tout aussi animées que le G7. Premier événement, l'organisation du forum le premier forum sur les PRMHH en février 2019. On avait 2 objectifs. Au terme du forum, les participants devraient être prêts à entreprendre leur démarche de manière efficace et préparer un climat favorable à la concertation qui était, à notre avis, un élément essentiel à la réussite des plans régionaux. Ce fut un gros succès. Après quelques semaines seulement, les inscriptions affichaient complet. Puis le forum s'est tenu sur 2 jours à Québec. On a compté quand même 35 conférenciers, 12 ateliers, 400 participants présentiels, sans compter le personnel du ministère de l'Environnement là, qui ont pu suivre les conférences de la première journée là, en web diffusion. Le partage des connaissances entre les professionnels du milieu était donc au centre de l'événement grâce à quelques organismes qui, les autres, étaient un peu plus avancés dans leur démarche puis qui ont bien voulu partager leur expérience. Le succès du forum ne se mesure pas seulement au nombre de personnes qui ont assisté, là, ni au nombre de conférences et tout ça, mais pour plusieurs MRC, il s'agissait du premier lieu
où elles pouvaient échanger directement avec des collègues confrontés aux mêmes défis finalement. Le forum a contribué à créer une véritable communauté de pratique avant même que ce terme soit utilisé couramment là, dans le dossier des PRMHH. Avec l'aide du ministère, on a aussi mis en place le site web Espace Réseau PRMHH sur le portail des connaissances de l'eau. C'était le site le plus actif du portail à l'époque. Toujours en lien avec le PRMHH, on y retrouvait une bibliothèque, les lois et règlements associés, évidemment, les sites de référence, un coffre à outils, un forum d'échange aussi bien important, ainsi que les dernières nouvelles en lien avec le PRMHH. Un forum, ça dure 2 jours. L'enjeu pour nous était vraiment de conserver les connaissances, les rendre accessibles et permettre aux intervenants de pouvoir échanger entre eux. L'espace réseau, à ce moment-là, est devenu comme nos espaces mémoire, un espace mémoire. Mais maintenant, en 2026, on réfère plutôt au site du G6 PRMHH sur la page web du CREC. L'équipe de soutien vous en parlera après moi. Le groupe a ensuite poursuivi ses travaux sur une série de webinaires spécialisés. Entre 2020 et 2022, 19 présentations ont été offertes euh, sur une série de sujets variés, les enjeux fauniques, les enjeux floristiques, évidemment, les questions environnementales, l'aspect juridique, les exemples de les exemples de restauration de milieux humides et hydriques, les défis d'adoption par les élus, puis les bonnes pratiques là, de mise en œuvre. En 2023, la question a changé. On ne se demande plus comment rédiger un PRMHH, mais plutôt comment le mettre en œuvre, comment mobiliser les élus, comment financer les actions, comment mesurer les résultats. Cette évolution-là reflète la maturité acquise par les MRC puis par l'ensemble de la communauté de pratique. Donc, en février 2023, fort de l'expérience de 2019, le groupe organise le deuxième forum. Encore une fois, une série de conférences suivies d'ateliers. On a fait ça sur 2 jours à Québec, mais a permis de rassembler vraiment plusieurs centaines de participants, là, probablement autour de 400, et d'échanger sur les plans d'action qui découleront des PRMHH. Fait que la programmation a vraiment été comme conçue dans le but d'outiller les intervenants sur les enjeux pratiques, juridiques, mais aussi communicationnels que comporte l'élaboration, non l'élaboration, mais surtout la mise en œuvre des PRMHH. Puis, afin de prolonger les retombées de l'événement, le G6 a coordonné la rédaction des actes du forum par le CREC, un document de référence qui rassemblait les principaux apprentissages, les outils, les pistes d'action issues des conférences et des ateliers. Nous entrons maintenant dans une nouvelle phase. Les plans existent, les priorités sont identifiées, les connaissances sont disponibles. Le défi n'est plus nécessairement de planifier, le défi est de maintenir la mobilisation future. Comment garder les partenaires engagés? Comment assurer la cohérence entre les différents plans sectoriels? Comment faire vivre les PRMHH dans les décisions quotidiennes des MRC? C'est précisément le rôle que souhaite jouer le G6 dans les prochaines années. Oh, palais. Excusez-moi. Bon, je me répète peut-être, mais l'objectif du G6, c'est vraiment d'assurer une cohérence entre les plans et les actions mises en œuvre sur le terrain. Et ça, autour de 4 axes. La planification du territoire, la réglementation, l'acquisition des connaissances, ainsi que la communication, éducation et sensibilisation. À plus long terme, on souhaite contribuer à une mise en œuvre cohérente, concertée, durable partout sur le territoire. Après vous avoir raconté un peu l'histoire du G6, moi, je pense qu'il est important de prendre un petit peu de recul et de se demander, mais qu'est-ce que cette collaboration-là a réellement permis d'accomplir? À mon avis, ça se résume à 3 grandes contributions. La première, c'est d'avoir créé un véritable réseau de collaboration. Ça peut paraître encore là évident aujourd'hui, mais en 2018, là, c'était plutôt rare de voir les représentants des MRC, des organismes de bassin, des conseils régionaux, se représentant aussi le fleuve Saint-Laurent, la stratégie Saint-Laurent, et le ministère de travailler ensemble de façon aussi structurée. Donc, le G6 a vraiment permis de créer des liens durables, un langage commun aussi entre les organisations qui poursuivaient le même objectif,
mais qui intervenaient souvent vraiment séparément. Le deuxième, c'était la contribution et le partage des connaissances et des outils. Les forums, les webinaires, l'espace réseau aussi a permis de rendre accessibles des expertises qui étaient vraiment dispersées à travers le Québec. Plutôt que de réinventer la roue dans chaque région, les intervenants y ont pu apprendre les uns des autres et s'inspirer des expériences déjà réalisées. La troisième contribution est probablement la plus importante dans le long terme, c'est d'avoir créé et maintenu une véritable communauté de pratique. Les PRMHH ne sont pas un exercice ponctuel. Vous savez, leur mise en œuvre s'échelonne sur plusieurs années. Donc, le G6 contribue à maintenir les échanges, à soutenir les MRC lorsqu'elles rencontrent de nouveaux défis et à favoriser finalement la cohérence entre les actions menées partout au Québec. En somme, ce groupe-là n'a pas seulement soutenu la réalisation des PRMHH, je pense qu'on a contribué en partie, du moins, à, à créer les conditions nécessaires pour que ces plans-là puissent réellement se traduire en action sur le terrain. Ça démontre qu'en travaillant ensemble, j'en reviens à ma conclusion du début, il est possible de relever de très grands défis et de faire émerger une grande réussite. Cette collaboration-là a permis de briser des silos et de surtout mutualiser les expertises. Le G6 est là pour s'assurer que les plans deviennent de véritables leviers de transformation durable de nos territoires, je pense. Et derrière les logos, il y a les organismes. Pardon, derrière les logos des organismes, il y a les individus qui font cette différence-là. En 2023, je vais juste les lire comme il faut. En 2023, faisait partie de l'équipe du G6 représentant les aménagistes régionaux, Véronique Vallée, Geneviève Turgeon, des conseils régionaux d'environnement, Andréane Blais du CREC, du ROBVQ, il y avait Karine Dauphin et Annie Boutillier. Stratégie Saint-Laurent, on avait Laurence Martel et Jean-Éric Turcotte. Et enfin, de l'équipe PRMHH du ministère de l'Environnement, il y avait André Giroux pardon, et Vanessa Vieira, et moi qui représentais l'Association des gestionnaires régionaux de cours d'eau. Alors voilà, le G6. Et il se poursuivra avec la nouvelle équipe de soutien qui vous parlera après. Alors, je vous remercie. Merci beaucoup, Claire. Je pense que vraiment, là, on a un super bon portrait de la création du G6, de son évolution, puis de tout ce qui a mené à la mise en place du dit comité de soutien, justement. Donc, je vais passer le flambeau à Marie et Marie-Christine qui vont nous en parler plus en détail. Mais avant de leur laisser la parole, je vais les présenter comme il se doit. Donc, Marie-Christine Poisson et Marie-Jacques sont toutes deux biologistes de formation. Marie-Christine détient une maîtrise en sciences écologiques et travaille comme coordonnatrice de projet au CRECQ depuis presque 6 ans. Marie a complété des études supérieures en gestion de l'environnement, puis elle occupe un rôle de chargée de projet depuis plus de 4 ans au CRECQ également. Leur expérience les a amenés à contribuer à une grande variété d'initiatives, allant de la conservation des milieux naturels et des espèces en péril, à la restauration, la concertation régionale et même l'éducation et la sensibilisation. Donc, je vous laisse la parole. Merci Laurie, merci Claire. Oui, donc avant de laisser la parole là, à Vivre en Ville, on vous garde encore quelques petites minutes pour vous présenter de manière un peu plus officielle et détaillée ce qu'est le comité de soutien au MRC pour l'accélération de la mise en œuvre des PRMHH. Donc, on va vous parler, entre autres, là, de un peu l'origine de ce mandat-là. On va vous partager le mandat, pardon, les livrables et également notre programmation à venir. Donc, pour ce qui est un peu de l'origine de notre mandat, ben, comme le si bien dit Claire, dans le fond, ça provient vraiment d'une initiative du G6 qui regroupe, là, comme disait Claire, les 6 organismes concertés qui soutiennent l'élaboration et la mise en œuvre des PRMHH depuis déjà plusieurs années. Puis, en fait, l'initiative provient du G6, puis ils ont déposé une demande de subvention auprès du MELCCFP, plus précisément au niveau des fonds bleus. Puis, cette subvention-là a été obtenue et officiellement, l'entente est signée entre le MELCCFP et l'AARQ, mais c'est vraiment une initiative qui provient de l'ensemble du G6.
Puis cette initiative-là visait à assurer, dans le fond, des ressources qui seraient dédiées au comité de soutien, donc vraiment dédiées au mandat. Donc, c'était un peu ce que faisait la subvention. Donc, une fois qu'elle a été obtenue, le G6 s'est réuni pour savoir qui avait à l'interne du G6 les ressources nécessaires à dédier justement à ce mandat-là. C'est comme ça que le RNCREQ a levé la main et s'est tourné vers les CRE et que le CRECQ a également levé la main. Donc, c'est un peu la petite histoire de comment le mandat est arrivé au CRECQ. Donc, officiellement, on coordonne le mandat sous la supervision et l'encadrement du G6 et de tous les membres que ça inclut à l'intérieur du G6. Donc, je laisse la parole à ma collègue Marie pour la nature du mandat. Oui, merci Marie-Christine. Donc, maintenant, plus concrètement, là, on va aller dans le détail de notre mandat. Donc, premièrement, c'est un mandat qui s'échelonne sur 3 ans. Donc, nos activités prendront fin en mars 2028. Et c'est un mandat qui se divise en 2 principaux volets. Donc, le premier volet, c'est tout ce qui a trait à la coordination du G6. Donc, autrement dit, on est responsable d'organiser toutes les rencontres de suivi du G6. Puis, le deuxième volet, pour lequel vous êtes probablement présent aujourd'hui et dont on va parler plus en détail, c'est le volet qui concerne l'accompagnement des MRC dans la mise en œuvre de leur PRMHH. Puis ici, notre public cible principal, c'est vraiment les MRC, puisqu'elles sont responsables de la mise en œuvre de leur PRMHH, bien sûr. Mais évidemment, comme il y a plusieurs autres acteurs qui sont impliqués dans la mise en œuvre, la plupart des outils, des événements, puis de tout ce qu'on va proposer dans le cadre de notre mandat va aussi s'adresser aux partenaires des MRC. Donc, plus précisément, l'objectif de ce deuxième volet-là, c'est de développer des outils de partage de connaissances et de créer des opportunités de réseautage entre les différents membres de la communauté de pratique, donc autant les MRC que leurs partenaires. Puis, on souhaite aussi, à travers tout ce qu'on va faire, mettre en valeur vos initiatives, vos bons coups et vos apprentissages. Donc, pour atteindre cet objectif-là, dans le cadre de notre mandat, on a 4 grandes catégories d'activités qui sont prévues. Donc, la première catégorie, c'est en fait une tournée des MRC, dont vous avez peut-être entendu parler dans les dernières semaines. Donc, cette tournée-là va nous permettre d'aller tout d'abord créer un premier lien avec vous au fil de nos discussions. Puis, on souhaite aussi aller identifier et préciser les enjeux et les besoins des MRC concernant la mise en œuvre de leur PRMHH. Donc, ce qu'on souhaite, c'est vraiment venir ressortir des besoins pour ensuite les considérer dans tout ce qu'on va proposer là, dans notre programmation et à travers les outils qu'on va créer. Donc, cette tournée-là va se dérouler durant l'été qui arrive à grands pas et va aussi s'échelonner là, sur l'automne 2026. Puis, en fait, initialement, on avait une cible de 30 MRC à rencontrer. Puis, pour identifier ces MRC-là, on a diffusé dans les dernières semaines un sondage d'intérêt qui était rendu disponible aux MRC pour qu'elles puissent nous démontrer un peu leur intérêt à venir nous rencontrer. Et pour l'instant, en fait, c'est important de mentionner que le sondage, pour l'instant, est fermé parce qu'on a déjà atteint là, grandement notre cible. Donc, on est au-delà du 30 MRC. Puis, on est très contente là, de voir qu'il y a un aussi grand intérêt à venir nous rencontrer pour nous parler d'enjeux et de besoins concernant la mise en œuvre. Puis aussi, d'ailleurs, s'il y en a là, qui sont à l'écoute aujourd'hui et qui nous ont envoyé leurs réponses au sondage et que vous êtes encore dans l'attente d'un suivi, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. On devrait vous recontacter prochainement pour vous donner plus de détails là, sur les prochaines étapes. La deuxième grande catégorie d'activités qu'on prévoit réaliser, c'est en fait l'organisation d'événements comme celui d'aujourd'hui et la publication de différents outils textuels récurrents. Donc, ceux-ci auront pour objectif de favoriser le transfert de connaissances, la création de ponts entre les différents acteurs de la communauté de pratique et encore une fois, on souhaite aussi mettre en valeur là, vos initiatives. Donc, plus précisément, ce qui est prévu, ce sont des revues d'actualité, des éditos d'experts, des webinaires, des cafés-échanges et des classes de maîtres. Le troisième gros morceau de notre mandat, c'est la création d'une boîte à outils. Donc, je pense que c'est un concept assez connu. Donc, en fait, on souhaite créer une boîte à outils qui va nous permettre de rassembler des outils pertinents à la mise en œuvre des PRMHH pour mettre en lumière, entre autres, des outils déjà existants.
Puis, à la lumière des conclusions qu'on aura relevées là, de notre tournée des MRC, si jamais on constate qu'il y a des outils qui seraient nécessaires pour répondre à certains besoins et qui n'existent pas, ben, on va aller les créer pour les ajouter à la boîte à outils et venir répondre là, aux besoins qui auront été identifiés lors de la tournée des MRC. Puis finalement, on a également créé une page web, donc le g6prmhh.ca, sur laquelle va se retrouver évidemment notre boîte à outils et sur laquelle on va aussi faciliter l'accès à nos événements. Donc, il y aura évidemment les liens pour les inscriptions de nos futurs événements, mais également, on va tous les enregistrer. Donc, les enregistrements vont être rendus disponibles gratuitement sur notre page web. Pas immédiatement après les enregistrements. Là. Donc, il peut y avoir un délai là, de 2 semaines, comme l'a mentionné Laurie tout à l'heure, entre la tenue de l'événement et la diffusion de l'enregistrement. Et puis, finalement, cette plateforme web-là va également nous permettre de mettre en valeur vos initiatives, encore une fois. Donc, je repasserai la parole à Marie-Christine pour aller vous parler un peu plus en détail des prochains événements qui s'en viennent. Oui, merci. Donc, on termine un peu notre présentation avec la programmation 2026-2027 qu'on appelle actuellement la programmation provisoire. On dit provisoire parce qu'en ce moment, la programmation que je vais vous présenter se base sur les besoins que vous avez identifiés dans un sondage lors de votre dernière édition de compte auprès du MEL-CCFP. Donc, c'était un sondage dans lequel vous pouviez justement nommer certains besoins au niveau d'outils ou tout autre. Donc, on a basé en ce moment notre programmation sur ce sondage-là. Mais comme mentionné par ma collègue, on souhaite venir préciser ces besoins-là avec notre tournée. Donc, il est encore possible et même potentiellement favorable qu'on ajuste notre tournée pour que ça soit le plus représentatif possible de vos besoins. Sinon, avant d'aller un petit peu plus dans le détail de la programmation, pour qu'on parle tous le même langage, donc notre programmation inclut des webinaires qui sont des séances courtes de partage d'informations, un peu comme aujourd'hui, des cafés-échanges qui se veulent être des opportunités d'échange entre les MRC et potentiellement les MRC et les partenaires. Ça se veut être plutôt sous forme d'ateliers participatifs. Et les classes de maîtres qui sont plutôt de type court, donc des séances d'information plus longues, un peu plus sur des sujets un peu plus poussés. Et il est important de mentionner que ce n'est pas nécessaire que ce soit un maître en droit pour donner une classe de maître. Donc, c'est tout expert qui vient nous parler d'un sujet pourra être considéré dans une classe de maître. Donc, pour nos premiers événements, donc on en a déjà eu 2 en incluant aujourd'hui. Après, aujourd'hui, on va laisser une période sans événement pour la période de vacances, mais on reprend en septembre prochain avec 3 webinaires. L'objectif de ces 3 webinaires-là, c'est de venir mettre en lumière des exemples de projets et d'initiatives qui, justement, peuvent inspirer et qui favorisent la mise en œuvre des PRMHH. Un de ces événements-là serait plutôt basé sur des exemples de projets de conservation légale. On aimerait ça aussi avoir des exemples d'AMCE, par exemple. Sinon, on aurait 2 webinaires sur des projets de restauration et de création de milieux, de milieux humides et hydriques. Mais on veut se concentrer plus spécifiquement sur les étapes en amont dans la création ou la tenue de ces projets-là. Excusez-moi, j'ai des allergies. Voilà. Donc, ensuite de ça, on aurait 2 cafés-échanges qui sont, comme je disais, des ateliers participatifs. Donc, en décembre prochain, on aurait notre café-échange sur la communication et la mobilisation. En novembre, on a des webinaires. Donc, un, entre autres, sur l'introduction à la boîte à outils de notre comité de soutien. On a aussi un webinaire qui vient démystifier certains concepts. Finalement, en février, on revient avec des exemples de projets qui favorisent la mise en œuvre des PRMHH, donc mettre en lumière des initiatives de la communauté.
Et on finit avec une autre classe de maître sur les aspects légaux de la mise en œuvre des PRMHH. Donc, pour terminer, on souhaite vraiment, dans le fond, le message clé un peu de notre présentation, c'est qu'on veut être à l'écoute de vos besoins. On veut être complémentaire avec des initiatives existantes. Donc, pour ce faire, n'hésitez pas vraiment à nous partager vos besoins. Si vous voulez nous les partager, on est super ouvert à les recevoir. On souhaite mettre en lumière vos initiatives, vos bons coups, des apprentissages. Si vous avez une idée d'événements ou d'outils, n'hésitez pas à nous les partager. Pour ce faire, d'ailleurs, on a un code QR dans lequel vous trouverez un Google Form qui est disponible si vous souhaitez partager justement un de ces bons coups-là ou un outil. Donc, voilà, merci. Merci beaucoup, les filles. Je vois que le temps file, donc on ne fera pas de période de questions verbales pour vos deux premières présentations. On va les prendre par écrit. Donc, ceux qui ont posé des questions dans le chat, dans le Q&A, le Q&A, si vous êtes en anglais, les filles vont pouvoir y répondre. Puis, si jamais on a plus de temps à la fin de la présentation de Vivre en ville, puis à ce moment-là, ben là, oui, sans problème, on va pouvoir répondre à vos questions. Donc, on passe à la deuxième partie de ce webinaire avec nos deux conférencières de Vivre en ville, Madame Valérie Hébaché, qui est urbaniste et titulaire d'un baccalauréat en urbanisme et d'une maîtrise en études urbaines à l'Université du Québec à Montréal. Chez Vivre en ville depuis 2021, elle s'intéresse particulièrement à l'aménagement de milieux de vie favorables à la santé, sobre en carbone et résilients. À cet effet, elle a activement participé à la rédaction du guide Collectivité en santé et des fiches Municipalité Amis du climat. Et également de l'ouvrage Ouvrir le dialogue. Elle est aujourd'hui appelée à travailler sur les solutions fondées sur la nature, notamment sur les infrastructures naturelles de proximité et sur les corridors écologiques. Madame Clémence Richer, quant à elle, détient un master en génie de l'aménagement et de l'environnement de l'Université de Tours et une maîtrise en génie de l'environnement de l'École de technologie supérieure de Montréal. Convaincue du potentiel des solutions fondées sur la nature pour régénérer nos territoires et les rendre plus résilients, elle s'est employée au cours de sa pratique professionnelle à leur mise en œuvre dans différents milieux. Chez Vivre en ville depuis 2024, elle contribue à présent au développement des pratiques et outils pour accélérer leur déploiement partout au Québec dans une perspective systémique et intégratrice. Je vais donc leur laisser la parole pour leur présentation. Merci Laurie pour l'introduction. Bonjour à toutes et à tous, on est ravis d'être parmi vous aujourd'hui pour parler d'utilisation durable des milieux humides et hydriques. Donc je suis Clémence Richer, conseillère aux infrastructures naturelles chez Vivre en ville et je suis accompagnée de ma collègue Valérie Bacher, urbaniste et coordinatrice aménagement du territoire et urbanisme. Donc on vous propose aujourd'hui d'explorer comment mettre à profit les outils d'aménagement du territoire pour mettre en œuvre les PRMHH et en particulier l'utilisation durable. Un petit mot sur Vivre en ville d'abord. Vivre en ville est une organisation d'intérêt public qui, depuis 30 ans, ouvre la voie aux nécessaires transformations du territoire et de nos milieux de vie partout au Québec. On est connu à la fois pour notre implication dans le débat public, pour notre soutien direct aux collectivités à travers du service conseil ou des accompagnements, et pour les outils et ouvrages issus de nos projets de recherche. Donc aujourd'hui, on vous présente justement le travail issu de notre projet de recherche, l'utilisation durable des milieux humides et hydriques sous la loupe de l'aménagement du territoire. C'est un projet qui a été financé par le ministère de l'Environnement dans le cadre de la mise en œuvre des PRMHH et il avait deux objectifs, donc mieux comprendre et vulgariser la notion d'utilisation durable et outiller les MRC et les municipalités pour sa mise en œuvre. Le résultat de ce projet, c'est un dossier spécial qui contient, entre autres, des articles et des études de cas que vous pouvez retrouver en ligne sur notre plateforme Carrefour. Peut-être que vous y avez déjà dû y avoir accès, mais on va également vous mettre le lien dans le chat à la fin de la présentation.
On remercie le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs qui a financé ce projet dans le cadre de la stratégie québécoise de l'eau. On remercie également toutes les personnes qui, à un moment ou à un autre, ont contribué à alimenter ce projet et à participer avec nous, à tester certaines choses. On sait que certains sont présents avec nous aujourd'hui. On sait aussi que certains n'assistent pas à cette présentation pour la première fois. Donc, on vous remercie grandement pour votre contribution. Et puis, on se permet aussi de nommer notre collègue Catherine Perra, qui est en congé maternité actuellement, mais qui a coordonné ce projet et qui est derrière un petit peu tout ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc, notre objectif aujourd'hui, c'est de mieux cerner la pertinence des outils d'aménagement pour la conservation des milieux humides et hydriques et puis de se donner des pistes sur comment les utiliser. Le contexte se prête particulièrement à avoir cette réflexion puisque vous êtes engagé en ce moment dans la révision des schémas d'aménagement. Mais dans tous les cas, c'est important de se poser la question parce que vos planifications et les règlements régionaux ou locaux qui vont en découler peuvent avoir un impact sur la conservation des milieux humides et hydriques, qu'ils soient voués à la conservation ou non. Mettre en œuvre l'utilisation durable des milieux humides et hydriques, ça demande de la planifier et de l'encadrer. Donc, vous avez un rôle à jouer à ces étapes. Et puis, finalement, ce qu'on vous propose ici pour l'utilisation durable des milieux humides et hydriques, ça peut être extrapolé à tout milieu naturel. Donc, ça peut peut-être contribuer aussi à d'autres enjeux sur lesquels vous travaillez en ce moment. Par exemple, pour les milieux naturels à proximité des milieux de vie ou pour mettre à profit les milieux naturels pour l'adaptation climatique. Donc, on vous propose de passer à travers les étapes suivantes. D'abord, on s'intéressera à la définition de l'utilisation durable et on tentera de s'en bâtir une compréhension commune. En deuxième partie, on vous présentera une démarche théorique qu'on a élaborée pour aborder ce sujet dans les outils d'aménagement. En troisième lieu, on voulait vous soumettre quelques exemples concrets d'encadrement d'utilisation dans les outils d'aménagement du territoire. Et puis finalement, on vous partagera quelques pistes de réflexion et quelques ressources pour le passage à l'action. Donc, on va commencer par s'approprier un peu cette notion d'utilisation durable. L'utilisation durable, en fait, c'est une notion qui est évoquée dans la loi sur l'eau. Donc, on y mentionne que les PMHH doivent identifier leurs milieux humides et hydriques et spécifier lesquels sont d'intérêt pour la conservation, selon une typologie de 3 choix de conservation. Donc, la protection qui vise à préserver l'état de ces milieux-là, la restauration qui vise à en améliorer l'état ou les fonctions écologiques, et l'utilisation durable, donc, qui passe nécessairement par un encadrement des utilisations qui peuvent y être réalisées pour en assurer leur durabilité. Pour une définition plus complète, on peut se référer à ce fameux article de Limoges Écolab que vous avez probablement déjà consulté, donc qui date de 2013, et qui vient spécifier que l'utilisation durable, c'est l'usage d'une ressource biologique ou d'un service écologique qui ne cause pas ou peu de préjudice à l'environnement ni d'atteinte significative à la biodiversité. Ça n'exclut pas d'emblée le prélèvement. Ceci dit, on y note que le prélèvement ne doit pas excéder la capacité de renouvellement de la ressource biologique. Et on mentionne également que l'utilisation ne doit pas affecter significativement les espèces ou les fonctions écologiques qui vont être touchées, et ce, même indirectement, donc même si c'est des utilisations qui se font aux abords des milieux humides et hydriques. Cette définition-là, elle a été largement reprise par les MRC dans les PMHH, entre autres parce que, elle était à même le guide d'élaboration des PMHH que vous avez probablement suivi. Ceci dit, ce qu'on a remarqué dans l'intégration de la notion dans vos outils, c'est que, il y avait différentes interprétations qui en étaient faites. Donc, par moment, on sentait que les MRC utilisaient ou choisissaient l'utilisation durable comme choix de conservation parce que c'était moins strict que la protection et donc que c'était accolé à des milieux qui avaient peut-être une valeur écologique un peu moindre. Dans d'autres cas, c'était un choix qui apparaissait peut-être plus réaliste. Donc, on venait le poser pour des milieux qui étaient déjà utilisés ou déjà soumis à des pressions et donc il nous semblait plus réaliste de continuer à utiliser, mais plus durablement finalement, que de les mettre sous protection. Sur la base de cette définition-là, maintenant, qu'est-ce qui peut être considéré comme une utilisation durable? On va commencer par l'envers du décor, donc ce qui est d'emblée incompatible avec la définition même de l'utilisation durable. Donc, on peut exclure d'emblée les utilisations qui impliquent la conversion du milieu, qui est incompatible avec les objectifs même de la conservation. On peut aussi exclure les utilisations qui ne s'appuient pas sur l'utilisation d'une ressource biologique ou d'un service écosystémique. Donc, ça vient exclure une partie des ressources naturelles d'origine non biologique, comme le vent. Mais ça vient aussi exclure toute utilisation qui n'a pas besoin d'être à même ces milieux-là pour avoir du sens, donc qui vient pas finalement utiliser un service écosystémique comme tel que le milieu vient offrir. Et finalement, on vient aussi y exclure toutes les utilisations qui sont susceptibles évidemment de causer préjudice à l'environnement, de porter atteinte à la biodiversité ou d'excéder la capacité de renouvellement de ceux-ci. Maintenant, quelles utilisations sont susceptibles d'être durables? Si on revient à la définition de Limoges, on se souvient que l'utilisation durable réfère à l'utilisation d'un service écosystémique, ce qui inclut les ressources biologiques.
Donc, on peut finalement se référer aux catégories de services écosystémiques pour venir classer un peu nos utilisations susceptibles d'être durables. Il existe différentes typologies. Dans ce cas-ci, on a opté pour celle de l'IPBES, donc de la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques, qui comprend 3 catégories. Donc, ça nous amène à 3 catégories d'utilisation susceptibles d'être durables. Celles qui permettent de bénéficier directement de contributions matérielles, comme la chasse et la pêche. Celles qui permettent de bénéficier directement de contributions immatérielles, comme les activités récréatives, éducatives ou spirituelles. Et celles qui permettent de bénéficier indirectement de contributions régulatrices, donc pour lesquelles on n'a pas besoin d'être à même le milieu pour pouvoir bénéficier donc de ces services-là. Par exemple, la régulation des crues, des sécheresses ou de la qualité de l'eau. En fait, vous comprendrez que la liste des utilisations susceptibles d'être durables, elle est très longue. Tout ce qui respecte les critères de base de la définition pourrait en faire partie, et ce, tant qu'un certain seuil de durabilité est respecté. Et c'est là, en fait, tout l'enjeu de la définition, c'est de savoir quel est ce seuil de durabilité. Et Clémence va tenter de nous éclairer là, sur la question. Oui, on a tenté de représenter tout ça schématiquement. C'est probablement une représentation très imparfaite, mais son but, c'est vraiment de nous aider à comprendre et de mettre à plat en fait ce qu'on recherche avec l'utilisation durable. Je vais vous présenter une petite série de schémas qui peut paraître un peu complexe, mais c'est surtout le raisonnement qui est important. Tout le cheminement de pensée est disponible en ligne dans le dossier spécial si vous souhaitez les reconsulter. Euh, pour commencer, on a réalisé quelques simplifications avec ces schémas. On prend en compte ici uniquement ce qui se passe dans le milieu. On exclut un petit peu tout impact plus global qui vient de l'extérieur. Et puis, les différentes limites que vous voyez ici, évidemment, elles sont également théoriques. Donc ici, le schéma représente l'état écologique d'un milieu donné, qui est représenté par le petit pinpoint ici, et puis qui peut varier sur un axe vertical qui va de l'intégrité écologique du milieu à sa perte. Et comme vous le voyez, les 3 choix de conservation sont représentés: protection, utilisation durable et restauration. On note qu'ils ne sont pas mutuellement exclusifs. En fait, il y a une certaine superposition parce que dans les faits, les milieux en protection, ils font quasiment toujours l'objet d'utilisation. Mais on constate que ces 3 choix peuvent être complémentaires pour maintenir ou pour retrouver un état écologique satisfaisant. On a également essayé de théoriser les limites entre ces catégories que vous voyez ici représentées par les lignes en pointillés. La limite entre une utilisation durable et une utilisation non durable, elle est relativement claire selon la littérature scientifique. Elle peut être résumée par la capacité de support de l'écosystème, donc c'est-à-dire la pression maximale que peut subir un écosystème sans que sa capacité à fournir des services soit affectée. Puis cette continuité de service, en fait, elle est également liée au maintien des attributs écologiques du système et à sa capacité à les régénérer. Ce qu'il faut retenir de cette notion de capacité de support, c'est que, évidemment, elle est différente pour chaque milieu, mais elle permet aussi de synthétiser plusieurs types de pression. Donc voilà, pour satisfaire à l'utilisation durable, en tout cas dans ce schéma-là, comme l'état écologique du milieu doit se situer au-dessus de la capacité de support. La limite entre protection et utilisation durable, elle est beaucoup plus floue. Nous, on a décidé de la théoriser selon la quantité d'impact des activités humaines en fait, dans le milieu. Donc, on étend ce petit schéma dans le temps. L'état écologique, il varie dans le temps et puis il peut prendre différentes trajectoires selon, entre autres, comment l'utilisation est réalisée. Ce qu'on retient ici, c'est que la durabilité d'une utilisation, ça peut vraiment être constaté qu'a posteriori. C'est donc un cadre de pensée, un objectif de gestion, mais pas forcément une fin en soi, cette utilisation durable. Et c'est aussi pour ça qu'on parle d'utilisation susceptible d'être durable. Et vous allez voir pourquoi dans les prochaines évolutions du schéma. Si on vient de décortiquer encore plus une utilisation qui se déroule, par exemple, à un moment T, elle peut avoir différents impacts selon ces différentes composantes, en fait, selon les différentes activités qui sont comprises dans cette utilisation, les aménagements, les pratiques. Ça peut être des impacts positifs ou des impacts négatifs sur l'écosystème. Et on peut aussi avoir certains impacts qui durent plus longtemps une fois que l'utilisation a cessé. Et puis le résultat net de ces impacts positifs ou négatifs influence l'état écologique que vous voyez ici dans la ligne pointillée. Donc en fait, pour une même utilisation, ça veut dire qu'on peut jouer sur la pression que reçoit l'écosystème en venant moduler la quantité d'impact.
Et puis une dernière couche de complexification. Un milieu peut faire l'objet de plusieurs utilisations différentes. Je suppose que c'est particulièrement valable quand on parle de cours d'eau, de milieu hydrique en général. Les impacts de chacune de ces utilisations se superposent. L'utilisation ne pourrait être durable que si les impacts cumulatifs sont suffisamment faibles pour ne pas entamer la capacité de support. Donc on s'entend que finalement c'est une notion qui a quelques limites, d'abord parce que c'est une notion qui reste très théorique, qui ne se mesure qu'a posteriori et donc qui demande d'appréhender une certaine forme d'incertitude, de pouvoir suivre l'évolution des milieux et de pouvoir s'adapter au fil du temps. Ensuite, elle est difficile à opérationnaliser parce qu'elle peut demander de mobiliser plusieurs échelles de territoires différentes, parce que la plupart des utilisations finalement ne se limitent pas à un milieu humide ou à un milieu hydrique. Souvent, c'est le milieu humide ou le milieu hydrique qui est dans le chemin de cette utilisation. Et puis bah, finalement, elle peut demander des arbitrages aussi entre plusieurs intérêts divergents pour atteindre nos objectifs de conservation. Donc, après avoir un peu démystifié cette notion d'utilisation durable, notre projet avait pour objectif de guider davantage la MRC dans l'élaboration des outils d'aménagement du territoire. Donc, on a tenté de se mettre dans la peau des aménagistes pour identifier un peu les étapes préalables à l'élaboration de ces outils-là. On a élaboré une démarche en 10 étapes que vous voyez ici qui sert un peu à structurer votre pensée puis à identifier c'est quoi les informations à collecter au fur et à mesure. Ça se peut que certaines de ces étapes-là, vous les ayez déjà réalisées avec les PRMHH. Ceci dit, on vous invite à les revisiter parce que des fois, on peut appliquer cette même démarche-là à une échelle beaucoup plus fine, donc à l'échelle d'un milieu donné ou d'une utilisation donnée pour mieux en comprendre c'est quoi les implications. Donc, on va passer à travers chacune des 10 étapes pour que vous puissiez vous l'approprier un peu. La première étape consiste à établir parmi l'ensemble des milieux humides et hydriques priorisés pour la conservation, lesquels sont susceptibles de faire l'objet d'utilisation, donc en font déjà l'objet ou pourraient en faire l'objet. Ce n'est pas nécessairement les milieux auxquels vous avez attribué le choix d'utilisation durable dans le PRMHH. Clémence le nommait tantôt, les milieux qui sont ciblés pour la protection et la restauration peuvent aussi faire l'objet d'utilisation, puis on souhaite qu'elles soient durables ultimement. Donc, c'est un peu d'ouvrir la perspective sur quel milieu pourrait être analysé et encadré sous une lunette de l'utilisation durable. Ensuite, on vient s'intéresser aux contextes territoriaux dans lesquels sont situés ces milieux-là. Donc, dépendamment que notre milieu humide ou hydrique est en contexte urbain, périurbain, suburbain, villageois, agricole ou forestier, ce ne sera pas les mêmes utilisations qui pourraient être réalisées dans ces milieux-là. Puis ça va aussi venir conditionner les intérêts des acteurs du territoire à l'égard de ces milieux-là. On va ensuite se questionner à savoir concrètement quelles utilisations pourraient être réalisées ou sont déjà réalisées dans ce milieu-là. Donc, ça suppose de connaître aussi les besoins, les aspirations de la population. Puis je vous dirais que la révision des schémas d'aménagement, c'est une occasion un peu parfaite pour mettre à jour notre connaissance de ces besoins et de ces aspirations-là. Une fois qu'on a cette liste d'utilisations existantes ou potentielles de nos milieux humides et hydriques, on vient se questionner dans une première évaluation un peu à vue nez, à savoir est-ce qu'elles sont susceptibles d'être durables ou non. Donc, on peut se référer aux critères de la définition qu'on a vu tout à l'heure de Limoges Écolab pour venir écarter d'emblée les utilisations qui ne sont pas durables. Donc, tantôt, on voyait la liste des critères un peu. Vous pouvez vous référer à ces critères-là pour faire cette première évaluation-là. Une fois que vous avez une liste d'utilisations susceptibles d'être durables, on va venir un peu préciser la chose à travers, je dirais, 3 étapes clés. Donc, la 5e étape d'abord qui vise à décortiquer un peu comment se concrétisent les utilisations sur le territoire. Donc, à travers quels aménagements, équipements, infrastructures et activités ces utilisations-là vont prendre forme. En fait, ce qu'on réalise, c'est que c'est souvent dans le comment une utilisation est menée que va se jouer sa durabilité. Et donc, c'est important de comprendre de quoi est fait ce comment, finalement. Une fois qu'on analyse des aménagements, équipements, infrastructures et activités qui permettent de réaliser les utilisations, on va pouvoir s'interroger sur quels sont les impacts potentiels de ces composantes-là. Dans le cas de ce projet-ci, donc, qui s'intéressait au milieu humide et hydrique, on a considéré notamment les impacts sur l'hydrologie, la qualité de l'eau et la biodiversité, mais vous pourriez utiliser d'autres indicateurs aussi qui sont spécifiques à vos objectifs de conservation. Et une fois qu'on a cette liste d'impacts potentiels, on vient s'interroger sur quel facteur permet de, disons, influencer l'ampleur de ces impacts. En guise d'exemple, si à l'étape 5, on avait identifié que pour une utilisation récréo-touristique, on allait devoir déployer des sentiers, puis on sait que les sentiers vont avoir différents impacts en matière de compaction, par exemple, ou de ruissellement, au niveau de l'étape 7, on va se dire comment ces impacts-là pourraient être modulés et ça va avoir attrait notamment à l'intensité de la fréquentation, au tracé des sentiers, aux matériaux qui sont utilisés, à l'éclairage aux abords des sentiers et à leur entretien aussi. Donc, c'est de venir cibler sur quel facteur va falloir jouer, sur quel facteur va falloir, quel facteur va falloir encadrer finalement
pour assurer la durabilité de l'utilisation. De ce fait, donc les dernières étapes portent spécifiquement sur l'encadrement. À commencer à savoir, ben, est-ce qu'il y a déjà un encadrement qui est en place pour venir orienter ces facteurs-là? Donc, est-ce que les gouvernements supérieurs, donc au palier provincial ou fédéral, ou encore l'encadrement actuel de la MRC permet de gérer ces facteurs-là? Ensuite, à l'étape 9, ben, on vient se demander à savoir est-ce que c'est suffisant l'encadrement qui est en place pour atteindre nos objectifs de conservation? Donc, de venir identifier finalement l'écart entre l'encadrement actuel et l'encadrement idéal. Et finalement, à l'étape 10, ben, on vient déterminer quels outils d'aménagement du territoire, soit à l'échelle des MRC ou de la municipalité, pourraient être mobilisés pour combler cet écart-là finalement entre l'encadrement en place et l'encadrement qui permettrait d'atteindre véritablement nos objectifs de conservation. Et c'est un peu ça qu'on va voir là, dans la prochaine section. Cette démarche-là, ce qu'elle met en lumière d'abord, je vous dirais, c'est que l'encadrement de l'utilisation durable, c'est pas une fin en soi. Ça doit s'appuyer sur un exercice de planification qui clarifie les objectifs de conservation et aussi plus largement, c'est quoi la vision que la collectivité porte pour son territoire, puis l'utilisation de ses milieux humides et hydriques. Ça met aussi en lumière le fait que d'encadrer l'utilisation durable, ça demeure un exercice un peu prospectif, là. On essaie d'anticiper des effets puis de prévoir un encadrement en conséquence, mais il existe des moyens pour décortiquer ces utilisations-là et leurs impacts pour s'offrir des bases un peu plus solides pour guider la prise de décision. Et finalement, ben, c'est seulement après avoir fait ces étapes-là de planification, donc d'avoir une planification plus claire de notre territoire, de compréhension fine des utilisations, qu'on peut identifier adéquatement, ben, c'est quoi les outils de réglementation qui sont nécessaires pour assurer l'utilisation durable des milieux humides et hydriques. On vous propose maintenant de s'intéresser à comment on encadre cette utilisation durable et comment on l'encadre à travers les outils d'aménagement du territoire. Donc on en parle depuis tout à l'heure, mais on va se faire un bref survol de quelques outils pour tous se mettre d'accord sur de quoi on parle. D'abord, évidemment, les orientations gouvernementales en aménagement du territoire. Donc, c'est les exigences gouvernementales québécoises envers la planification territoriale des MRC. On va passer rapidement parce que vous les connaissez, mais la conservation des milieux humides et hydriques et des milieux naturels s'attache en particulier à l'OGAT numéro 2, qui traite aussi de la gestion de la ressource en eau. Mais on a 8 autres OGAT qui portent sur des sujets qui sont très variés, comme le territoire agricole, l'attractivité des territoires, les milieux de vie, que vous devez toutes et tous prendre en compte à un moment donné dans votre travail. Et évidemment, la subtilité réside dans le fait que d'autres OGAT peuvent interférer dans la mise en œuvre de la conservation des milieux humides et hydriques, positivement ou négativement, et que le tout pourrait nécessiter des arbitrages. Pour ce qui est des outils d'aménagement, donc voici les outils d'aménagement qui nous intéressent aujourd'hui et qui découlent de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Pareil, je pense que vous les connaissez déjà. Ils se déclinent en différents paliers, donc du palier métropolitain, régional au palier local, et avec un fonctionnement en poupée russe, c'est-à-dire que chaque outil doit être conforme à l'outil du palier supérieur. Pour ce qui est des paliers régionaux et locaux, ils disposent d'outils de planification et de réglementation. Donc le contexte actuel de révision des schémas fait que ce sont surtout les MRC qui sont en ce moment occupés à réviser la planification territoriale, mais voilà, on se souvient que ultimement, ces schémas révisés devront être traduits dans les planifications et dans les réglementations des municipalités locales. Donc dans la première partie, on parlait de plusieurs échelles territoriales à considérer, des arbitrages à faire entre des intérêts qui sont parfois divergents lorsqu'on cherche à mettre en œuvre l'utilisation durable. On vient de voir aussi que les MRC doivent se conformer à 9 OGAT différentes qui portent sur des sujets variés. Donc la conservation, c'est clairement pas le seul enjeu qui doit être pris en compte par les MRC. Comment on fait pour s'assurer de tous les traiter et de tous les arrimer adéquatement? Réaliser une solide étape de planification, ça permet de contribuer à ça. Donc, on va prendre le temps de revenir dessus. Donc, la planification, notamment à l'échelle des MRC avec le schéma, ça sert notamment à orienter où vont s'implanter les nouvelles activités sur le territoire et puis avec quelle intensité. Par exemple, les activités d'habitation, de villégiature, de plein air, industriel, etc. Et c'est en faisant les bons choix à cette étape qu'on peut le mieux prévenir les pertes et la dégradation des milieux naturels. Donc, qu'est-ce que ça induit comme étape? D'abord, une étape de diagnostic, c'est le moment où on va faire le point sur de quoi on part, mais aussi de poser nos besoins. Ensuite, une étape de vision où on s'accorde sur un devenir collectif souhaitable pour le territoire.
Ensuite, on vient choisir nos outils de planification à travers le schéma ou à travers le plan d'urbanisme, dépendant de l'échelle à laquelle vous vous situez, mais pour concrétiser nos intentions de vision. Donc, à travers, par exemple, les grandes orientations, les affectations, les périmètres d'urbanisation, les zones de contrainte. Et puis ensuite, seulement lorsqu'on sait quelles activités on veut à quel endroit, ben, on peut venir les réglementer plus finement avec des outils précis comme le règlement de zonage. Mais la réglementation doit être au service de la planification. Elle peut faire de sens qu'en réponse à une planification qui se tient. Donc, pour la dernière portion de la présentation, on va tenter de vous exemplifier un peu cette démarche d'opérationnalisation de l'utilisation durable à travers 2 cas. À commencer par un cas d'utilisation durable qui relèverait de l'accès à l'eau et des activités aquatiques, et un deuxième cas qui s'adressera plutôt à une composante spécifique, là, c'est-à-dire les sentiers et les chemins en tout genre. Et Clémence vient de vous parler de l'importance de la planification. Pour le reste de la présentation, on va se pencher beaucoup plus sur les questions d'encadrement de l'utilisation, en reprenant certaines étapes clés de la démarche, mais sans oublier que tout ça doit effectivement s'attacher à une planification solide. Euh, donc, on va commencer avec le premier cas de l'accès à l'eau et des activités aquatiques et on va prendre la démarche à partir d'étape 5. Donc, avant ça, ce qu'on aurait déjà réalisé dans les premières étapes, c'est de se dire, bon, quels milieux sont susceptibles de faire l'objet d'une utilisation, dans quel contexte ils s'inscrivent, quelles sont ces utilisations, et on aurait déterminé qu'une des utilisations susceptibles d'être durables, c'est les activités aquatiques. Et donc, à partir de l'étape 5, on essaie de comprendre comment venir les encadrer. Donc, à cette étape-ci, pour les étapes en fait plutôt 5, 6 et 7, on vient analyser quelles composantes permettent de concrétiser cette utilisation-là, quels sont ses impacts potentiels et quels facteurs permettent de venir moduler ces impacts. Donc, dans le cas de l'accès à l'eau et des activités aquatiques, ce que ça implique en termes de composantes? Bien, c'est notamment des aménagements comme le retrait de végétation et l'implantation d'un sentier d'accès. C'est l'installation d'infrastructures comme un quai, puis c'est évidemment la pratique d'activités comme la baignade ou la navigation. Ces composantes-là vont avoir différents impacts écologiques potentiels sur la biodiversité, entre autres. On peut penser à la dégradation, à la fragmentation d'habitats, sur la qualité de l'eau, comme le relargage de contaminants ou la hausse de température de l'eau, ou encore sur l'hydrologie avec l'augmentation du ruissellement. Ces impacts-là, ceci dit, sont appelés à varier selon différents facteurs. Par exemple, pour les aménagements, les équipements et les infrastructures, les facteurs auxquels on pourrait penser, c'est notamment le lieu d'implantation de ces infrastructures-là, leur taille, les matériaux qui sont impliqués dans leur construction. Pour la pratique des activités, évidemment, c'est la façon dont les activités vont être pratiquées. Donc, quel est le type d'embarcation permise, quelles sont les ressources prélevées et dans quelle quantité peut-on les prélever, quel est le niveau d'achalandage aussi. Donc, c'est des exemples de facteurs qu'on pourrait venir identifier. Une fois qu'on a ces facteurs-là en main, il faut savoir comment ils sont déjà encadrés par d'autres paliers ou d'autres acteurs. Donc, ici, on vous a fait une liste qui est non exhaustive là, de l'encadrement existant essentiellement par le palier provincial, mais aussi par le palier fédéral. J'y reviendrai. Sans vous faire là, la liste entière de la chose, il y a peut-être 2 points que je vais vous mettre en lumière. La première des choses, c'est que ben, cet encadrement-là a évolué au cours des derniers mois. Donc, avec l'entrée en vigueur du nouveau cadre réglementaire modernisé sur les milieux hydriques. Donc, vous voyez notamment le fameux RMUN dans la liste. Et deuxièmement, justement, ben, selon la nature des activités, ça peut aussi interpeller le palier national. Donc, dans le cas de l'accès à l'eau et des activités aquatiques, tout ce qui relève de la navigation est encadré plutôt là, par le fédéral. Je fais un petit détour dans la démarche pour revenir sur les EGAT parce que ça fait définitivement partie du contexte d'élaboration de vos outils d'aménagement du territoire. Clémence le disait tantôt, là, la fameuse EGAT 2 est directement liée à la question de la conservation des écosystèmes, mais il y a d'autres EGAT qui peuvent intervenir aussi. Puis dans le cas de l'accès à l'eau, il y a notamment l'orientation 6, donc sur l'attractivité des territoires qui est à interpeller. Il y a une attente qui est assez explicite à cet effet-là, donc l'attente 6.2.1 qui parle finalement de soutenir le développement récréotouristique et de favoriser l'accès public aux attraits naturels et aux plans d'eau. Donc, il faut faire parler entre elles là, ces EGAT-là. On va aller avec la dernière étape. Donc, avant l'étape 10, on aurait mesuré quel est l'écart entre l'encadrement existant et l'encadrement idéal pour atteindre nos objectifs de conservation. Et donc, à l'étape 10, on vient élaborer nos outils d'aménagement du territoire pour répondre à cet écart-là, pour venir le combler finalement, cet écart-là. Je vais vous parler de différentes stratégies aujourd'hui là, qui peuvent être mises de l'avant. La première d'entre elles, ben, c'est de soutenir un accès public balisé à certains plans d'eau. Donc, l'objectif étant de pouvoir donner accès à des plans d'eau aux gens. Donc, ça peut être une question de santé publique ou de pratiques de plein air de proximité notamment. Mais ça, dans les conditions les plus optimales pour en minimiser là, les impacts sur les milieux hydriques, voire même les milieux humides environnants.
Donc, différents exemples d'outils que je vais vous soulever ici, beaucoup d'outils locaux. Ceci dit, c'est pertinent pour vous d'avoir une bonne vision de ce qui peut se faire à l'échelle locale parce que ça peut aussi influencer ce que vous allez mettre dans votre document complémentaire. Donc, d'abord, pour avoir un accès public balisé à certains plans d'eau, on peut prévoir au schéma d'aménagement ou au plan d'urbanisme des orientations qui convergent à la fois vers l'accès public au plan d'eau et la conservation des milieux hydriques. L'agglomération de Québec, notamment là, dans la foulée de son PRMHH, a modifié son schéma d'aménagement et a ajouté une orientation qui vise à favoriser la conservation de corridors riverains élargis pour en faire des espaces multifonctionnels, donc qui présument d'un certain contact avec l'eau éventuellement. Au niveau des outils réglementaires, on a des outils qui nous permettent de se donner les moyens de faire l'acquisition de ces accès au plan d'eau, donc notamment le règlement de lotissement qui permet d'exiger la cession gratuite d'un terrain ou d'une servitude pour permettre un accès public comme condition d'approbation d'un plan, ou le règlement de zonage du lotissement qui permet, à travers la fameuse contribution pour fin de parc, d'exiger une cession, une servitude ou une contribution financière qui nous permettrait éventuellement de récupérer une partie de l'eau qui est adjacente à un plan d'eau ou d'avoir des fonds pour en faire l'acquisition. C'est évident qu'une fois que les terrains ont été acquis, il faut ensuite encadrer puis aménager ces terrains-là pour assurer une utilisation durable du milieu hydrique. Donc, ce que vous voyez ici, c'est une photo du lac Loisel, qui est un lac qui est près du cœur de village à Sainte-Anne-des-Lacs. Donc, la municipalité a fait l'acquisition d'un terrain riverain, a aménagé un parc multifonctionnel dans l'objectif finalement de faciliter l'accès au plan d'eau pour sa population. À travers un règlement, ils sont venus interdire la pêche et la navigation, mais permettre la baignade. Et il y a aussi certains suivis écologiques qui sont assurés par des partenaires locaux, là, notamment en matière d'érosion et de qualité de l'eau. Une deuxième stratégie maintenant s'intéresse plutôt au terrain privé. Donc, de venir encadrer finalement davantage l'aménagement des accès privés au plan d'eau en sachant que ben, l'accès au plan d'eau pour les propriétaires riverains, c'est un atout qui est très, très recherché, mais il faut s'assurer de l'encadrer pour pas qu'il y ait de dérive. Donc, dans les outils, le principal, ce sera le règlement de zonage, qui permet notamment de réglementer l'aménagement des accès et des percées visuelles. Notamment, la municipalité de Valmorin permet une ouverture dans la végétation et l'aménagement d'un chemin d'accès, mais vient finalement moduler un peu les modalités selon la pente de la rive. Elle vient entre autres préciser là, la largeur de l'ouverture, la nature du couvre-sol, puis le tracé aussi que doit suivre le chemin. C'est aussi possible à travers le règlement de zonage de réglementer l'implantation des quais et des abris. Donc, la municipalité de La Pêche, entre autres, vient réglementer la chose, notamment sur la question des matériaux, là, dans le cas des quais, en mentionnant que les matériaux qui sont utilisés ne doivent pas se dégrader finalement dans le milieu aquatique. Une dernière stratégie que je vous évoquerai, c'est sur les impacts finalement des embarcations sur les plans d'eau. Donc, on se souviendra que les acteurs municipaux n'ont pas compétence en matière de navigation, mais ils peuvent encadrer quand même les modalités d'accès aux plans d'eau, puis notamment pour éviter la propagation des espèces exotiques envahissantes. Donc, par un règlement qui est dédié, une municipalité peut notamment réglementer quels sont les lieux d'accès et de mise à l'eau, peut exiger le lavage des embarcations et des équipements, puis demander aussi que les propriétaires des embarcations aient un certificat de lavage pour en attester, et peut exiger aussi une vignette pour pouvoir accéder au plan d'eau. De manière complémentaire, c'est important de donner les outils finalement aux personnes pour qu'elles puissent effectivement respecter cette réglementation-là. Puis ça peut passer notamment par l'implantation de stations de lavage des embarcations. Et la ville de Waterloo, entre autres, a implanté une station en libre-service près de son lac, donc du lac du même nom. Puis, elle y a aussi aménagé un bassin de captation pour filtrer l'eau résiduelle puis prévenir finalement la contamination du lac, comme la station se trouve à proximité. Donc, on vous propose maintenant de faire le même exercice, mais en fait à partir d'une composante, c'est-à-dire les aménagements pour circuler. Donc, on parle ici par exemple de sentiers, de pistes multifonctionnelles, de chemins forestiers, qui sont des aménagements qui sont nécessaires pour plusieurs utilisations, notamment liées au récréotourisme et à la foresterie. Donc, on peut commencer par se questionner sur les impacts de tels aménagements lorsqu'ils sont situés dans des milieux humides ou à proximité de milieux hydriques. On peut par exemple anticiper qu'ils auront des impacts sur la biodiversité, par exemple sur le dérangement de la faune ou sur la destruction d'habitats, sur la qualité de l'eau en provoquant par exemple de l'érosion, ou sur l'hydrologie en compactant les sols ou en nécessitant du remblai par exemple. Et ensuite, on peut s'interroger sur c'est quoi les facteurs qui vont influencer ces impacts. Ça peut se faire sur la base d'une revue de littérature, notamment. Pour ce type d'aménagement, on peut
en répertorier plusieurs qui vont varier selon si on parle d'aménagement de loisirs ou de chemins forestiers. D'abord, la finalité du sentier, notamment les activités qui sont pratiquées, la fréquentation, si notre sentier a des fins publiques ou des fins privées. Le tracé et la densité du réseau de sentiers, notamment leur longueur totale ou leur emplacement. Ça, c'est des facteurs qui peuvent eux-mêmes être influencés par exemple, le nombre ou la taille des lots. Des facteurs liés à la conception ou à la phase de construction, comme la largeur, le caractère temporaire ou permanent d'un chemin ou d'un sentier, les matériaux utilisés, etc. L'utilisation, en particulier pour les chemins forestiers, mais par exemple le type et la conduite de la machinerie, la saison à laquelle on réalise des activités, ou alors les événements météorologiques selon lesquels on réalise les activités, par exemple suite à de fortes pluies, des choses comme ça. Et puis finalement, tout ce qui touche à l'entretien et au suivi, par exemple la surveillance ou la gestion des espèces exotiques envahissantes. Donc comme l'exemple précédent, on a déjà certaines choses qui sont encadrées par les règlements provinciaux. Dans notre cas, le RAFI encadre certains aménagements, certains équipements. Le RAMHS et le RMUN encadrent la circulation de véhicules motorisés. Donc, ça, c'est pas exhaustif là, mais tout l'enjeu ici, c'est d'identifier les écarts entre cet encadrement existant et les impacts qu'on voudrait éviter dans nos milieux, en se posant la question, est-ce que le cadre provincial permet d'éviter suffisamment ces impacts dans mon contexte spécifique? Et encore une fois, on vous propose plusieurs exemples de stratégies qu'on a relevées dans différents cas et puis qui viennent plus ou moins recouvrir ici les différents facteurs qu'on a listés précédemment. Une première stratégie, ça peut être de planifier les activités pour minimiser les besoins en desserte de sentiers et de chemins. Ici, l'objectif, c'est simplement d'orienter les activités qui vont nécessiter des chemins et des sentiers au maximum en dehors des milieux humides ou en tout cas en dehors des secteurs les plus sensibles. Ça peut notamment passer par le schéma d'aménagement ou le plan d'urbanisme à l'échelon local. Les affectations peuvent permettre d'orienter les activités en fonction de la sensibilité des milieux et de vos objectifs de conservation. En lien avec les OGAT qui demandent de planifier les ensembles récréo-touristiques, on peut s'assurer de planifier ces ensembles-là en tenant compte de la sensibilité des milieux, mais aussi en fonction des milieux de vie existants et puis des réseaux de transport. Et puis pour le territoire forestier, ça peut passer par le règlement de lotissement parce qu'on observe que le morcellement du territoire forestier, ça conduit souvent à l'augmentation de la densité de chemin. Une autre stratégie peut consister à encadrer l'implantation de nouveaux sentiers ou chemins pour en réduire les impacts. Donc là, on va chercher à restreindre les cas où la construction de chemins et de sentiers est autorisée. On vous a proposé des exemples d'outils essentiellement locaux, mais par exemple, le règlement de zonage peut servir à déterminer les conditions dans lesquelles on autorise de construire des nouveaux sentiers ou des nouveaux chemins dans les milieux humides. Par exemple, ça peut être on autorise seulement en l'absence d'autre accès, ou ça peut être des exigences liées au tracé, comme exiger la minimisation de l'empiètement. On vous a également proposé l'exemple du règlement sur les milieux naturels de la ville de Terrebonne, en fait, c'est un règlement qui concerne les milieux naturels qui sont la propriété de la ville, mais qui vient rendre en fait la servitude de conservation de la ville opposable aux citoyens. Et dans ce règlement, par exemple, c'est interdit de construire des nouveaux sentiers, en particulier dans les milieux humides. Une autre stratégie consiste à encadrer l'aménagement des sentiers et des chemins, c'est-à-dire leur construction, leur conception, leurs matériaux. Par exemple, ça peut passer par le règlement de zonage, en exigeant une largeur maximale ou en encadrant la conception ou les matériaux. Par exemple, on peut exiger des sentiers sans déblais ni remblais ou des sentiers sur pilotis. Pour les chemins forestiers, ça peut aussi être via le règlement sur l'abattage ou sur la gestion forestière ou via le document complémentaire également, où on peut venir baliser la largeur des chemins, la période de construction, les ouvrages de gestion de l'eau pour éviter l'érosion, etc. Finalement, ça revient à se limiter à ce qui est exempté dans le RAFI. Et puis finalement, une dernière stratégie qu'on a identifiée, c'est d'encadrer les conditions d'utilisation des sentiers et des chemins pour limiter les impacts de ces pratiques. Et ça peut passer par plusieurs outils, donc le règlement de zonage qui permet de différencier en fait ce qui est permis selon si on est face à un chemin à finalité publique ou privée. D'ailleurs, c'est valable pour plusieurs stratégies qui sont identifiées jusqu'ici, mais de venir un peu moduler l'encadrement en fonction de la finalité de la demande. Le règlement sur les milieux naturels de la ville de Terrebonne fait aussi ça. Donc, ce règlement, il vient interdire certaines activités dans les sentiers. Par exemple, les animaux de compagnie non tenus en laisse.
Et puis finalement, ça peut être par exemple d'exiger des remises en état lors de la formation d'ornières, notamment pour les opérations forestières. Donc, cette démarche-là qu'on vous a présentée, on l'a utilisée pour questionner d'autres utilisations aussi. On va vous en évoquer quelques-unes ici, juste pour que vous ayez un peu un topo de ce qu'on a pu couvrir dans le cadre du projet, si jamais vous avez des questions. Donc, on s'est intéressé plus largement à tout ce qui relevait de l'accès à la nature et du récréotourisme. Ça nous a permis d'explorer comment l'accès à la nature peut devenir un levier finalement pour la conservation, puis comment encadrer les infrastructures essentielles à des pratiques récréotouristiques à faible impact. On a d'ailleurs rédigé des articles à la fois sur les impacts écologiques de ces activités-là et sur leur encadrement. Donc, Clémence va pouvoir, je pense, vous les partager là, dans le chat. On s'est questionné aussi sur les intersections entre la conservation et le milieu agricole. On a notamment colligé plusieurs exemples de pratiques susceptibles d'être durables avec la conservation des milieux humides et hydriques en contexte agricole. Donc, on les a compilés sous forme d'études de cas dans un article qu'on va pouvoir vous partager aussi. On s'est penché aussi brièvement, ou pas brièvement, mais différemment, disons, sur la question de la foresterie à travers un accompagnement de MRC. On n'a pas d'expertise spécifique en matière de foresterie chez Vivre en Ville, là, mais ça a été finalement une bonne porte pour pouvoir explorer d'autres composantes ou d'autres dimensions qu'on n'avait pas encore considérées à travers les utilisations qu'on avait analysées. Notamment toute la question des chemins et des sentiers, c'est beaucoup à travers cet accompagnement-là qu'on a pu le sonder. Il y avait aussi la question des bandes tampons que ça nous a permis d'explorer. Et finalement, on a analysé la question de la villégiature avec une lunette d'utilisation durable. Il faut d'emblée le dire, là, c'est pas une utilisation durable, la villégiature. Ceci dit, son encadrement est crucial parce que, ben, d'abord, la présence de milieux hydriques puis l'accès au plan d'eau est directement lié à l'attractivité pour ce genre de milieu-là. Ben, la villégiature s'entraîne plein de pressions directes et indirectes, finalement, sur les milieux humides et hydriques. Donc, c'est essentiel de pouvoir s'assurer de la meilleure durabilité possible de ces développements-là lorsqu'ils sont faits, sans se berner non plus. Donc, ça ne demeure pas de l'utilisation durable en soi. Donc, encore là, on a produit des articles et sur les impacts et sur l'encadrement. Donc, Clémence va vous les a partagés peut-être déjà dans le chat. Donc, voilà, je pense qu'on va pouvoir passer à la conclusion. Oui, donc on arrive vers la fin de la présentation, donc on voulait donc vous proposer quelques pistes de réflexion et puis quelques messages clés à retenir de notre présentation. Au final, maintenant qu'on est passé à travers toute la démarche, on voulait simplement vous donner un aperçu de à quoi ça peut ressembler un encadrement qui résulte de cette démarche. Donc c'est à nouveau issu de notre projet pilote d'accompagnement, mais c'est simplement une proposition de choses qui se font déjà. C'est certainement pas unique ni exhaustif, mais vous êtes les mieux placés pour construire votre réglementation adaptée à vos objectifs et à votre contexte. Donc, si on a suivi cette démarche, on a en main à la fin les informations nécessaires pour construire notre encadrement. Donc, à l'étape 4, on a identifié certaines utilisations durables qu'on voudra s'assurer d'autoriser. On a aussi identifié les utilisations non durables qu'on veut s'assurer d'interdire. À la fin de l'étape 7, on a listé certains facteurs qui influencent les impacts de ces utilisations jugées susceptibles d'être durables. Et à la fin de l'étape 9, on sait quels sont les facteurs à encadrer parce qu'ils ne sont pas déjà encadrés. Donc, on arrive à l'étape 10 où on a un petit peu toutes ces informations en main. Donc, voici une manière existante de structurer l'encadrement qui concernerait les milieux sélectionnés pour la conservation. D'abord, on souhaite empêcher la conversion du milieu. Donc, pour les milieux d'intérêt pour la conservation, on peut venir mettre une interdiction générale de tout ce qui implique la perte du milieu ou l'utilisation non durable. Donc, par exemple, ça peut être une interdiction de déblai en blé, de modification de l'hydrologie, de déplacement d'humus ou plus simplement une interdiction de tous travaux, usages, construction ou activités. Et puis ensuite, pour les milieux pour lesquels on sait qu'on veut permettre certaines utilisations, la réglementation doit permettre l'usage d'une ou plusieurs ressources biologiques ou services écologiques qui entrent dans l'utilisation durable. Donc, on peut venir mettre des autorisations, soit pour les activités nécessaires aux utilisations qu'on juge durables, ou pour certaines composantes qui sont nécessaires à cette utilisation, par exemple des aménagements, des ouvrages, des équipements. Donc ça vient répondre aux besoins de permettre l'usage. Et puis finalement, notre réglementation, elle doit permettre de prévenir les préjudices ou les atteintes significatives. Donc là, on entre dans encadrer les impacts. Et ça peut passer par des conditions pour certaines autorisations. Par exemple, on peut autoriser un certain type de travaux à condition d'une certaine conception qui permet de limiter les impacts. Ça peut aussi passer par exiger des remises en état dans le cas de certains travaux qui empiéteraient dans les milieux. Et puis finalement,
on n'est plus dans de la conservation, mais certains travaux nécessitent d'empiéter dans des milieux parce que c'est un peu des impondérables. On pense notamment aux questions de gestion de l'existant ou de travaux liés à la sécurité publique. Bah, dans ce cas-là, on peut venir prévoir des exceptions à notre interdiction pour pas se retrouver coincé avec ce cadre-là. Donc, je vais conclure avec quelques messages clés qu'on souhaite que vous puissiez retenir finalement de la présentation. On a beaucoup parlé d'encadrement aujourd'hui, mais c'est essentiel de se souvenir que l'encadrement découle avant tout de la planification, puis c'est un moyen de la mettre en œuvre. Puis quand je parle de planification, je parle bien sûr des PRMHH, mais aussi plus largement de toute planification territoriale qui permet de venir croiser, de venir mettre en relation la conservation des milieux humides et hydriques et l'ensemble des autres enjeux de notre territoire. Et puis je pense entre autres là-dessus à la gestion de l'urbanisation. Là, on parlait de villégiature tantôt, c'est un des facteurs premiers à considérer. Puis en ce sens-là, ben, la révision des schémas d'aménagement, c'est une occasion idéale pour venir considérer comment l'ensemble de nos décisions en aménagement du territoire peuvent avoir un impact sur les milieux humides et hydriques, puis s'assurer de faire des choix structurants essentiels pour assurer leur conservation finalement. Le cas des PRMHH aussi s'intéressait d'abord aux milieux humides et hydriques, quoique certains en aient profité pour en faire des PRMN là, et donc de considérer l'ensemble des milieux naturels. Si c'est pas déjà fait, on vous invite à associer ces réflexions-là dans la mesure où ben, les milieux humides et hydriques, ils sont indissociables de la matrice de milieux naturels dans lesquels ils s'inscrivent, puis il n'y a ultimement aucune utilisation durable qui ne se fait que dans les milieux humides et hydriques. Parfois même, ils s'y déroulent en dépit de leur présence. Donc, c'est important de comprendre dans quel écosystème ça s'inscrit. Ça va vous permettre de venir planifier et élaborer un encadrement qui vous permet d'atteindre plus largement, je vous dirais, les objectifs de conservation qui dépassent les seuls milieux humides et hydriques. Puis je pense entre autres à la question de la connectivité écologique. Donc, ça permet d'avoir une approche qui est plus holistique, plus englobante finalement par rapport à vos objectifs de conservation. Et en parlant d'objectifs de conservation, on vous invite aussi à préciser un peu ben, quelles sont véritablement les caractéristiques des milieux humides et hydriques et les services écosystémiques que vous tentez de conserver, à quel endroit et pourquoi. Euh, c'est d'autant plus pertinent quand on parle d'utilisation durable parce qu'on parle d'utilisation de services écosystémiques. Mais je vous dirais que l'aménagement du territoire, finalement, ben, c'est de faire des arbitrages pour le bien commun. Ceci dit, si on n'est pas au clair sur ce qu'on tente de conserver, ben, on peut perdre un peu finalement le cap quand on vient faire ces arbitrages-là. Donc, c'est important de bien comprendre véritablement qu'est-ce qu'on tente de conserver pour réussir à orienter puis à prioriser les mesures qui vont être mises en place. Et finalement, on l'a dit tout au long de la présentation, l'utilisation durable, c'est très, très contextuel et ça ne peut se constater, oui, qu'a posteriori. Donc, la démarche qu'on a proposée ici, elle tente d'anticiper certains impacts pour proposer un encadrement qui soit adapté, mais au final, c'est sur le terrain qu'on va pouvoir valider si cet encadrement-là est vraiment adéquat. Et donc, c'est important de se prévoir des moyens de suivi dès maintenant de l'état écologique des milieux et de l'efficacité, finalement, des outils qu'on a mis en place. Et puis c'est d'autant plus important que, ultimement, ça va venir rapidement. Je pense que c'est 2033, la révision des PRMHH. Ben, c'est des données qui vont être essentielles finalement pour pouvoir réajuster le tir puis vous assurer que le prochain cycle finalement réponde d'autant mieux à vos objectifs de conservation. Pour vous guider dans tout ça, donc on l'évoque depuis tout à l'heure, on a produit différents outils qui sont rassemblés dans un dossier spécial. Clémence va vous en partager, je pense, le lien. Il y aura aussi un code QR qui va suivre si jamais vous voulez le scanner. Mais juste pour vous donner une idée, ce que vous allez retrouver dans ce dossier-là, c'est d'abord des articles d'introduction sur les notions de conservation, de milieu humide et hydrique, de services écosystémiques. Donc, c'est des articles plus introductifs qui peuvent être facilement partageables, entre autres à des collègues ou à des élus qui ne sont pas les deux mains dans ce dossier-là. Ce qui vous concerne peut-être un peu plus, c'est les points suivants. Donc, plusieurs articles sur la démystification de la notion d'utilisation durable et sur les utilisations qui sont susceptibles ou non d'être durables. Des boîtes à outils qui reviennent sur les 10 étapes qu'on vous a présentées tout à l'heure, puis sur l'application de cette réflexion-là à différents types d'utilisation. Et finalement, une vaste section avec des études de cas pour s'inspirer des meilleures pratiques d'ici et d'ailleurs. Donc, on vous invite à le consulter. Voilà, merci.